L'océan, pendant de notre propre environnement terrestre, mais de bien des façons infiniment plus mystérieux que les plus lointaines contrées de l'espace, et habité par des créatures plus complexes que celles qui pourraient sortir de l'imagination d'un auteur de science-fiction. Il nous somme de l'explorer, mais il ne fait pas toujours bon accueil au genre humain. Nous ne sommes tolérés qu'à la surface, et les profondeurs ne manquent pas de défenseurs. L'Afrique du Sud, au point de rencontre des courants froids de l'Atlantique et chauds de l'océan Indien. On y trouve quelques-unes des plus belles plages du monde, et les eaux environnantes sont un havre pour une vie marine particulièrement riche. La tranquillité à la surface de ces eaux ne reflète en rien le monde primitif qui se cache en dessous, un monde où règne la loi du plus fort, manger ou être mangé. Nous étions étrangers à ce monde et nous y avons pénétré, à nos risques et périls. Aucun examen médico-légal ne dira jamais l'horreur d'une attaque de requin. Les mots et les photos ne peuvent que suggérer l'atroce douleur et la peur. Il est pourtant un groupe de chasseurs qui plonge avec délice dans ce monde des profondeurs, qui se lance à l'eau comme les chauves-souris prennent les airs la nuit. Des pêcheurs sous-marins qui plongent en apnée, sans s'encombrer de bouteilles et de tout l'attirail habituel. Mais les plongeurs en apnée doivent s'entraîner à retenir leur respiration sous l'eau durant plusieurs minutes. Ici, Graham Duane, pêcheur sous-marin reconverti en caméraman, se prépare physiquement et mentalement à filmer les requins comme jamais ils ne l'ont été auparavant. Mais plonger en apnée dans un environnement contrôlé, en piscine par exemple, ou dans un bassin profond est une chose. Le faire au beau milieu de l'océan en est une autre. La plongée libre en apnée, en environnement contrôlé, piscine ou bassin, c'est très différent de la plongée en plein océan. Là, toutes sortes de choses peuvent entrer en jeu. Duane a dû apprendre la discipline indispensable quand on bloque sa respiration. S'il reste trop longtemps sous l'eau, son corps risque de manquer d'oxygène. Conséquences probables, évanouissement, lésions cérébrales et noyade. Le fusil à harpon a été conçu pour la pêche. Il fonctionne comme une catapulte hydrodynamique. La gâchette libère une sangle de caoutchouc compressé qui, à son tour, propulse le harpon. Mais le requin ne s'en soucie guère. Contre lui, un harpon est à peu près aussi efficace qu'une fléchette contre un lion.
Les requins disposent de toute une panoplie d'organes sensoriels qui leur permettent de se diriger avec une précision phénoménale sur des proies distantes de plusieurs kilomètres. Des systèmes de radar naturels qui ont évolué sur des centaines de millions d'années. Notamment ce qu'on appelle la ligne latérale, qui va du nez jusqu'à la queue et est absolument unique. Ces récepteurs extrêmement sensibles peuvent détecter des changements de pression et des mouvements à des distances de plusieurs kilomètres. Un poisson harponné émet dans l'eau des vibrations violemment séduisantes. Il dégage aussi un nuage de fluide succulent. Les requins ont un odorat qui peut détecter une particule de sang noyée dans 1 million de particules d'eau. Ils sont capables de remonter des courants charriant des odeurs de nourriture et de foncer vers leur proie à travers des centaines de mètres d'eau opaque. Lorsqu'un poisson est harponné, le danger de voir converger des requins vers le plongeur est donc bien réel. Avec un regard qui porte à plus de 20 mètres, les requins voient dans l'eau bien mieux que l'homme. Leurs yeux, à l'instar de ceux des chats, sont pourvus de petits miroirs réfléchissants qui renvoient la lumière sur les cellules photoréceptrices de l'œil. Leur nez dissimule de prodigieux électrorécepteurs qu'on appelle les ampoules de Lorenzini. Ce sont des canaux emplis de gelée qui fonctionnent comme un voltmètre naturel et détectent les plus faibles champs électromagnétiques produits par tout animal vivant. La bouche et le pharynx du requin contiennent des récepteurs gustatifs très développés qui lui permettent une dernière appréciation avant d'avaler. Ainsi, la gueule n'est pas seulement une machine à découper, c'est aussi un organe d'investigation et de discernement. Et maintenant, grâce à Duane et son équipe, nous allons découvrir le mécanisme d'attaque des requins, de près, presque dans l'intimité. Leur première affectation est au Mozambique, un des pays qui souffrit le plus de la guerre froide. Pendant des décennies, il fut ravagé par l'extrémisme politique et une guerre civile sauvage. Mais auparavant, le Mozambique était connu comme un lieu de villégiature particulièrement apprécié des Sud-Africains. Et aujourd'hui, ses plages idylliques et la chaleur de l'océan Indien attirent de nouveau des visiteurs venus des 4 coins du monde. Ces eaux généreuses séduisent également des plongeurs qui préfèrent la liberté des eaux moins fréquentées et non réglementées. Mais gare, les services d'urgence et les hôpitaux modernes les plus proches sont à au moins 500 km. Pour des pêcheurs au harpon comme Barry Skinstad, les risques de cette nouvelle frontière n'en pimentent que plus une chasse prometteuse. Aujourd'hui, il va conduire Graham Duane et l'équipe de tournage au Pinacle, une montagne sous-marine qui descend à pic vers des eaux extrêmement profondes. Ici, un plongeur peut rencontrer une infinie variété d'espèces marines, y compris des prédateurs. Car quiconque s'aventure dans les eaux mozambicaines doit aussi compter avec quelques-uns des plus redoutables prédateurs du monde. Les côtes mozambicaines sont en effet la demeure de 2 espèces de requins parmi les plus dangereuses pour l'homme, le requin bulldog et le requin tigre. Le requin tigre peut atteindre une longueur de 5 mètres. Il préfère les baies et les estuaires, mais peut traverser l'océan et se jette sur tout ce qui est mort, vivant ou même en état de décomposition avancée. Un comportement qui lui a valu le surnom de hyène marine ou de poubelle à nageoires. Mais rares sont les poubelles dotées de dents et de mâchoires capables de découper la carapace d'une tortue de mer géante. Barry Skinstad a eu la chance d'échapper à l'attention d'un requin-tigre. J'étais en train de plonger sur un autre récif juste au sud de celui-ci. J'ai regardé sous moi et j'ai vu un requin s'approcher par en dessous et derrière moi. Le temps que je mette mon fusil sous tension, il était déjà en train de tourner.
Et je me souviens seulement de son œil qui s'est voilé et de sa gueule qui s'est avancée pour me mordre. J'avais juste pu engager mon harpon dans le fusil et je tenais la crosse contre ma poitrine quand il a heurté le harpon. Ça m'a projeté hors de l'eau et j'ai réussi à dévier sa tête comme ça. Il est passé sous mon bras droit, le bout de sa gueule m'a heurté la poitrine, il a fait gicler l'eau et est parti. Et là, je me suis dépêché de regagner le bateau. Les requins-tigres sont plus imprévisibles. Dans le cas de l'attaque de Barry, ils voulaient carrément le manger. Ils ont aussi la réputation de dévorer tout ce qui flotte à la surface. C'est le problème quand on travaille sur un requin-tigre. Il n'hésite pas du tout à mordre. Alors quand on le côtoie dans l'eau, il faut être très prudent. Le requin bulldog, parfois appelé requin du Zambèze, est un peu plus petit que le requin tigre, mais toute proportion gardée, ses dents et sa mâchoire font tout autant de dégâts. C'est la seule espèce qui supporte l'eau douce, et il est connu pour remonter sur des milliers de kilomètres de grands fleuves du monde. Le Zambèze, l'Amazone, le Tigre, le Gange, le canal de Panama et le Mississippi sont autant d'endroits où on en a repéré. De sorte que, contrairement à tous ses congénères, il peut être enclin à chasser des animaux terrestres égarés dans l'eau. Barry Skinstad a eu la chance d'échapper aux dents et d'un requin-tigre et d'un requin-bulldog. Dans le cas du requin du Zambèze, je plongeais sur un récif à 20 mètres de profondeur environ. J'avais tiré un poisson au fond, j'avais laissé mon fusil et je remontais lentement vers la surface. Et j'ai aperçu du coin de l'œil un requin. Il nageait droit vers ma poitrine. Je ne pouvais rien faire. J'ai seulement essayé de le frapper quand il est passé dans mon dos, comme ça. Il m'a manqué, puis il a disparu derrière moi. Je me suis alors dépêché de nager vers la surface le plus vite possible et de remonter sur le bateau. Mais tous ceux qui se sont aventurés dans les eaux du Mozambique n'ont pas eu la chance de Barry Skinstad. Johan Preller et sa fiancée, Vilma, avaient construit leur relation sur la plongée et la pêche sous-marine. Elle était vraiment dans son élément et elle adorait ça. Elle était intarissable sur la pêche sous-marine et disait à ses amis tout ce que cela signifiait pour elle. Le Mozambique a offert à Johan et Vilma de fantastiques parties de pêche et des dangers cachés. Quand le moteur du bateau de Johan est tombé en panne, ils ont tous les deux décidé de le remorquer à la nage jusqu'à la côte. Pendant qu'on nageait, on n'a vu aucun poisson, aucun requin. On ne l'a pas vu faire des cercles, on n'a rien vu du tout. Et tout d'un coup, l'instant d'après, j'ai entendu son hurlement et j'ai vu le requin sur sa gauche. J'ai pris 2 coups au maximum. Et quand j'ai fait demi-tour, j'ai dégagé mon bras et j'ai frappé le requin. Il l'a immédiatement lâché et a disparu. Je l'ai prise dans mes bras, je l'ai retournée. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu voir les terribles dégâts qu'il avait faits. Son sein gauche avait disparu. Elle avait une énorme blessure. Toute la zone sous la poitrine jusqu'à l'estomac était partie. Les intestins étaient dehors et il n'en restait qu'une partie. Et son bras droit jusqu'au coude avait complètement disparu. J'ai réalisé qu'elle était en train de mourir, qu'elle n'avait aucune chance de survivre à cette attaque. J'étais assis à côté d'elle, je pouvais voir son cœur battre dans son sein, dans sa poitrine. Et beaucoup de sang coulait à flot des intestins et se répandait dans le fond du bateau. Le bateau était rouge, mais de l'eau pénétrait aussi la coque, ce qui fait qu'on ne pouvait pas savoir ce qui était du sang et ce qui était de l'eau. J'ai passé mon bras autour d'elle pour la soutenir.
et j'ai réalisé que je lui disais au revoir. J'ai essayé de la soutenir. J'ai vu ses lèvres devenir bleues, puis blanches, à mesure qu'elle perdait son sang. Puis 5 minutes plus tard, ses yeux ont chaviré, ses pupilles sont devenues plus grosses. Et l'instant d'après, tout était fini. Le cauchemar de Johan ne s'est pas arrêté là, car il était évident que les requins étaient encore dans les parages. Dans l'impossibilité donc de retourner dans l'eau, il a dû utiliser une palme de plongée pour ramener le bateau à la côte. 1998 fut l'année du record d'attaques de requins. 18, 2 fois plus que l'année précédente et 3 fois plus que la moyenne annuelle pour la décennie. Certaines furent le fait de requins-tigres ou bulldogs. Mais c'est à la pointe de l'Afrique, là où se rejoignent océan Indien et Atlantique, qu'a élu domicile un prédateur de légende, le grand requin blanc, rendu célèbre par les films Les Dents de la Mer. Vilma n'a pas été la seule à payer de sa vie sa rencontre avec un requin. Les plongeurs de la police ont dû surmonter leur peur pour rechercher dans ces eaux le corps de Jan Hill, un électricien de Durban âgé de 39 ans. Il plongeait à 150 mètres au large des côtes dans un lit de varech, lorsque des témoins ont vu l'eau bouillonner et devenir rouge sang. Les témoins, alertés par un aileron de requin, ont confirmé que Hill avait été victime d'une attaque. Plus tard, son épouse Sandra a pu identifier une de ses palmes. On n'a jamais retrouvé le corps de Jan Hill, et la plupart des gens pensent qu'il a été dévoré par le requin. Et pourtant, les véritables mangeurs d'hommes sont très rares. Lors d'autres attaques au large de l'Afrique du Sud, les requins semblaient plutôt vouloir intimider ces intrus humains ou les examiner au moyen de leur bouche. Le docteur Léonard Compagnon est une autorité mondiale en matière de taxonomie des requins et est aussi à la pointe des recherches sur leur comportement. Les requins blancs, contrairement aux chats ou à d'autres prédateurs qui ont une excellente dextérité manuelle, n'ont pas de mains. Leur aileron pectoral, l'équivalent de nos bras, est inefficace pour les manipulations. Le seul organe en dehors de leur mâchoire et de leur gueule, c'est leur queue, qu'ils peuvent utiliser pour cogner ou frapper, ou encore pour parader. C'est leur gueule qui est leur principal instrument d'investigation. Malheureusement, en ce qui nous concerne, cette gueule est hérissée d'énormes dents aiguisées comme des rasoirs, capables d'infliger de très graves blessures à notre peau fragile. Les gens qui étudient les grands requins blancs ressentent souvent d'étranges affinités avec eux, voire même de l'affection envers eux. Dans la région, l'ancien champion de pêche sous-marine, André Hartmann, est connu pour être un passionné de ces grands squales. Aujourd'hui, il va tenter d'illustrer pour notre équipe la puissance d'une morsure de requin. Comme appât, ils vont utiliser la carcasse d'un requin baleinier cuivré. Celui-ci pèse plus de 140 kg et sa peau est plus dure que celle d'un buffle. Les requins sont réputés pour manger leurs congénères, mais pas toujours. Le grand requin blanc s'approche du bateau et semble bizarrement s'intéresser aux flotteurs. Il est beaucoup plus intéressé par la bouée rouge à la surface. Il rôde autour. Il ne s'intéresse pas du tout aux requins. Peut-être qu'il n'a pas faim et veut seulement mordre pour en savoir plus. Le comportement des requins déconcerte souvent. Est-il attiré par la couleur rouge du flotteur ou par son mouvement de danse à la surface? Ou bien est-il suffisamment en confiance pour ne pas se précipiter sur la carcasse? Les scientifiques sont loin d'avoir toutes les réponses.
on a conçu des appareils pour mesurer la puissance des mâchoires de requin, dont un répondant au doux nom de gnathodynamomètre. Résultat, pour les grands requins blancs, elle est 2 fois plus grande que celle d'un lion d'Afrique. Sa force réside dans ses mâchoires flexibles mais très musclées, dont l'articulation est totalement différente des mâchoires humaines. Et de ces mâchoires pointent des rangées de dents triangulaires d'un tranchant meurtrier de plus d'1 centimètre de long. Le requin attaque d'abord avec sa mâchoire inférieure, bloque sa proie, puis rabat la mâchoire supérieure et secoue la tête pour cisailler et arracher la chair. Tout comme les vautours suivent les lions, les mouettes suivent les requins, espérant grappiller les restes de leurs victimes. Duane est soulagé d'être hors de l'eau et hors de danger. Il a senti et tourné jusqu'à ce qu'il trouve la partie tendre. Et là, il y a une autre morsure. Il a traversé les ouïes directement jusqu'à l'arête dorsale et ressorti à droite. Et ici, encore une qui part de là. Puis une autre ici, une là et une petite sur ce côté de la tête. C'est stupéfiant quand on songe à la résistance de cette peau si solide et qu'on voit comment elle a été découpée. Un petit requin blanc fait disparaître ce qui reste de la carcasse du requin cuivré. La relation entre grands requins blancs est souvent violente. Rien d'étonnant donc à ce qu'ils battent précipitamment en retraite. La plupart des attaques de requins blancs recensées concernent des surfeurs ou des planches flottant à la surface de l'eau. On pense que les silhouettes des surfeurs stimulent l'intérêt des requins. Ce qui est vraiment surprenant depuis qu'on a pu le mettre en évidence, c'est que les requins se comportent de la même manière vis-à-vis d'une planche qu'on tire. Ils viennent et font exactement la même chose. Parfois, ils la prennent dans leur gueule, puis la lâchent, et parfois, ils en emportent un gros morceau et ne la mangent pas. Certaines personnes n'ont pas été blessées parce que le requin s'en était pris à la planche, puis l'a abandonnée. Ils font ça aussi avec d'autres choses, entre eux aussi, ou avec des pingouins ou des phoques. Leur coup préféré, c'est souvent l'attaque par en dessous. Le reflet aveuglant du soleil sur l'eau leur permet de rester invisibles de leur proie nageant en surface. Le nouveau statut d'espèce protégée augure bien de l'avenir des requins blancs. Cela contrariera-t-il la popularité croissante de sports comme le surf et la plongée? En tout cas, jusqu'ici, il n'avait pas semblé vraiment inquiéter les surfeurs d'Afrique du Sud. Des challengers venus d'aussi loin que Hawaï n'ont pas été à la hauteur de l'éclatante performance du champion sud-africain Neil Stevenson. Stevenson, de Plettenberg Bay, a accumulé les points de pression, enchaînant une série de tonneaux et roulés qui a impressionné les juges. Ça s'appelle pas le Cave Rock Challenge pour rien. L'année dernière, il était second. Cette année, il brandit le trophée du Challenge Moray. J'avais surfé environ 2 heures. J'étais à 75 mètres de mes amis, là où on avait été débarqués. Quand j'ai vu cette ombre nager sous moi, elle est devenue de plus en plus grande. Elle faisait à peu près 3,5 mètres ou 4 de long. Et j'ai vu que c'était un requin. Il s'est mis à tourner autour de moi, comme on voit dans les films. Il était sous moi, il a tourné derrière moi et tout de suite après, il a attrapé ma jambe. D'instinct, j'ai essayé de le repousser. J'ai senti une zone douce qui devait être son œil. J'ai enfoncé mes doigts, ça l'a fait partir. Mais il a réussi à m'arracher le pied, à dévorer toute la chair sous mon genou, y compris mes os. Et c'est tout ce qui reste. Une fois qu'il a été parti, j'ai réussi à me hisser sur la planche. J'ai commencé à pagayer. J'avais à peine commencé quand il est revenu à la charge pour une seconde attaque. À nouveau, j'ai paré avec ma main. À nouveau, j'ai senti son œil. J'ai enfoncé mes doigts, je les ai tournés et retournés, et il est parti.
J'ai pensé qu'il n'allait pas arrêter de revenir pour me finir. Tout s'est passé tellement vite que je n'ai vraiment pas eu le temps de penser. Au Natal, une des provinces d'Afrique du Sud, la commission des requins travaille en étroite collaboration avec les survivants afin de reconstituer les attaques et d'améliorer notre compréhension de leur comportement. Après avoir comparé les différentes mâchoires de requins aux blessures de Neil, Jeremy Cliff, expert médico-légal, a pu confirmer que le responsable était bien un requin blanc. C'est vraiment une sale morsure. Avec une morsure nette, on aurait des marques de dents qui formeraient une blessure qui s'évase. Mais là, ça part de ce côté et de celui-ci. Car ce qui caractérise les requins blancs, c'est que les dents sont beaucoup plus écartées. Il y a de grands espaces entre elles. Et c'est ce qu'on a ici. Une dent ici, une autre là, et cet espace entre les deux. Et la même chose ici. Ça prendra du temps avant que les gars ne remettent les pieds dans l'eau ici, de peur de ne pas en revenir. Les plongeurs sont moins vulnérables que les surfeurs, car ils ont même d'agir sur l'environnement. Et la présence d'autres mammifères, comme ces dauphins, a quelque chose de rassurant. On raconte en effet que des dauphins ont sauvé des hommes des requins. Quand l'un d'eux arrive, la plupart disparaissent aussitôt. Et le requin s'en prend à ceux qui sont seuls, malades ou isolés. Les phoques, eux, sont des compagnons très divertissants. Mais Graham Duane sait que si le requin arrive, il sera le seul phoque un peu bizarre restant de sortie. Le phoque est un animal très familier pour le requin blanc. Il s'en régale. Par contre, sous l'eau, l'homme est une créature très différente du phoque. Beaucoup moins agile, beaucoup plus grand et vraiment très balourd. Nous ne pourrions absolument pas imiter ce que font les phoques lorsqu'ils sont attaqués par un requin blanc. Ils ne restent pas immobiles, ils bougent très vite et essaient de s'esquiver. Parfois ils y arrivent, parfois non. Souvent non d'ailleurs. Les requins sont tout à fait capables de les épuiser et c'est ce qu'ils font. Les biologistes marins savent depuis longtemps à quel point les requins sont vitaux pour l'écologie et la santé des océans du monde. En 1991, l'Afrique du Sud a été le premier pays au monde à déclarer le requin blanc espèce protégée. L'Australie, la Californie, la côte est des États-Unis et les îles Maldives au sud-ouest de l'Inde ont suivi. L'île Dyer, à la pointe sud de l'Afrique, est le pôle d'attraction des requins blancs le plus célèbre du monde. Elle est un refuge pour les oiseaux de mer et les mammifères, et des milliers de phoques s'entassent sur ces rochers. Ils sont pour les requins une telle perspective de festin que ceux-ci affluent. Frisson garanti aux amateurs de grands blancs. La ville voisine de Gansbaai, jadis une tranquille bourgade, s'est transformée en mecque des safaris requins. Nombre d'opérateurs spécialisés s'y sont installés, parmi lesquels André Hartmann. Au fil des ans, les requins blancs sont devenus son centre d'intérêt et son gagne-pain. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas des clients qui l'emmènent. Avec Graham Duane, ils partent pour une expédition qui leur tient particulièrement à cœur. Ils vont filmer les grands requins blancs dans les conditions les plus naturelles possibles. On utilise habituellement des cages pour observer et filmer les requins. Quand on les voit, en chair et en os ou à la télévision, c'est donc le plus souvent à travers ces barreaux. Du coup, cette vision de détenus les fait apparaître comme des obsédés qui ne pensent qu'à broyer.
Mais leur comportement témoigne là d'une réponse anormale à des circonstances anormales. Il est probable qu'ils ne voient pas dans le plongeur enfermé dans sa cage un repas potentiel. Leurs sens sont sans doute perturbés par l'élément étranger que représente la cage. Et même si le réalisateur efface les barreaux au montage, le comportement des requins n'en deviendra pas pour autant naturel. André et Graham vont donc expérimenter un autre système que la cage de plongée. André va se servir d'un appât spécial pour attirer les requins blancs. Les requins blancs aiment l'odeur de cette matière parce qu'ils la connaissent. On suspend le sac à l'arrière du bateau, on le presse un peu de temps en temps et les requins viennent. L'appât dégage dans l'eau une délicieuse traînée de sang et d'huile. Et une planche en forme de phoque complète celui-ci pour attirer l'attention des requins. On utilise cette planche supposée être une loutre de mer, ou quelque chose comme ça. C'est simplement pour les attirer à la surface et qu'on sache qu'ils sont là, sinon ils nous volent l'appât. Mais même autour de l'île de Dyer, la chasse aux requins réclame de la patience. Requin sur la planche! La plupart du temps, quand ils s'approchent de la planche, ils viennent du fond. Parfois, ils la prennent dans leur gueule. Parfois, la touchent seulement de leur nez pour voir si c'est doux ou dur. Et quand ils voient que c'est dur, ils s'écartent immédiatement. Cette tendance à repérer le nez au ras de l'eau ou juste en dessous est propre aux requins blancs, qui chassent avant tout les mammifères marins. Mais celui-ci ne se contente manifestement pas d'une information visuelle. Il veut probablement lire le potentiel électromagnétique du bateau grâce à ses ampoules de Lorenzini. Les requins blancs se blessent souvent en inspectant des bateaux. André les fait donc s'écarter. Mais à ce jeu-là, il risque d'y laisser la main, et même la vie. Ça l'a dissuadé de mordre le moteur. C'est ce qu'elle voulait faire. J'ai juste repoussé son nez et elle a visé ma main au lieu du moteur. Et elle va rester dans le coin, sans doute un certain temps, pour jouer. Vous avez vu? Elle n'a pas essayé de me mordre. Je la tenais par le nez et elle a seulement ouvert la bouche, mais les dents du dessus ne sont pas sorties. Et quand elle les sort, c'est qu'elle veut mordre. Là, elle sent seulement. On peut considérer le cerveau d'un requin comme une boîte noire. Ils montrent certaines choses. Ils sont curieux, ils sont capables d'apprendre, ils ont des sens extrêmement sophistiqués, etc. Mais comprendre son mode de fonctionnement, ce qui se passe dans le cerveau d'un requin, quel rapport il établit avec quelque chose comme un plongeur, c'est une toute autre affaire. Pour André et Graham, c'est maintenant le moment de vérité. Les conditions sont tout à fait bonnes parce qu'on a suivi un courant favorable en prenant ce chenal. La visibilité est d'environ 8 mètres, ce qui nous donne assez de temps pour voir ce qui arrive et faire de bonnes images du requin. On va maintenant descendre. Je surveillerai derrière vous. Je vous regarderai sans arrêt, vous aussi. Si vous voyez le requin derrière moi, vous pointez le doigt. Dès cet instant, nous savons tous deux où il est et vous tournez. Si je vois un requin derrière vous, je pointe et vous vous retournez alors doucement et vous tournez. On a toujours un œil sur l'autre? Oui, et quand vous tournez, ne vous occupez pas de ce qui est dans votre dos. Je surveille tout ce qui est derrière. Ce grand requin blanc semble avoir compris que Graham était sur le point d'entrer dans son domaine. Il est encore temps de réfléchir.
Dès qu'on s'est mis à l'eau, ils se sont approchés pour mieux nous voir. Parfois, ils ouvraient un peu la gueule, mais à aucun moment, ils n'ont essayé de nous attraper. Si les requins voyaient en nous une nourriture, ils pourraient nous tuer très vite, comme ils le font avec les phoques. Une caresse amicale du bout de son fusil permet à André de tester les réactions du requin et de vérifier qu'il ne figure pas sur son menu habituel. Mais l'arme serait complètement inutile contre une attaque musclée. Quand on plonge avec eux, on doit essentiellement apprendre les règles d'engagement, de désengagement, le comportement que l'on doit adopter vis-à-vis d'eux. Quand j'observais le requin, je me suis surpris à anticiper son mouvement ou essayer de l'anticiper. J'essayais de surprendre tout coup de nez qu'il pouvait faire ou qui pouvait m'indiquer s'il allait tourner à droite ou à gauche. Parfois, il ouvrait légèrement la gueule dans ma direction, puis repartait. C'était un petit test d'intimidation. Tout dépend de votre mouvement suivant. S'il nage directement vers vous, il faut réagir. Sinon, il va s'approcher pour vous examiner de plus près, et de la seule manière qu'il connaisse. Vous êtes à égalité avec eux dans une situation où ils ont tous les atouts. Et il faut apprendre à survivre, à les observer pour survivre. Il faut non seulement ne pas les provoquer, mais mieux comprendre leur comportement. Il y a eu des moments où j'aurais nettement préféré être sur le bateau. Comme quand je me suis retrouvé coincé au fond, le requin au-dessus de moi. Je ne pouvais rien faire. Il fallait que je me détende, que je conserve mon air. J'aurais tout donné pour être hors de l'eau, mais c'est impossible. Vous êtes coincé là et il faut faire face. Plonger avec eux, c'est une expérience totalement nouvelle, une toute autre manière de les connaître. Vous pouvez les observer du bateau autant que vous voudrez, vous n'aurez qu'un faible aperçu. Vous les verrez faire ci et ça et supposer qu'il se passe ceci ou cela. Et quand on est dans l'eau dans une cage, on est là aussi limité à cette cage. On ne peut les voir que sous un certain angle. La plongée libre fait une énorme différence par rapport à la plongée avec bouteille ou en cage, dans la manière dont le requin se comporte vis-à-vis de nous. Vous êtes dans son environnement. Lorsqu'on est équipé du matériel de plongée, on est non seulement maladroit, et on perd une grande liberté de mouvement, mais on fait aussi beaucoup de bruit. Et ce que nous avons remarqué lorsque nous avons commencé à plonger avec les bouteilles et en cage, c'est que le requin restait à bonne distance, à la limite de la visibilité. Et pour le filmer, il fallait batailler pour qu'il se rapproche de la caméra. La plongée en apnée avec les grands requins blancs a permis à Graham et André de montrer que les requins n'étaient en aucun cas ni des imbéciles, ni des agresseurs systématiques. Il semble même qu'ils ne soient pas les ennemis instinctifs de l'espèce humaine. Ils nous accueillent simplement avec une certaine méfiance, comme nous aborderions sans doute des visiteurs de la planète Mars. Les grands requins blancs sont des animaux sociaux. On ne s'en est aperçu que très récemment. Les observations sous-marines qui, ironie de la recherche, ont commencé avec ces tentatives de les filmer, ont révélé qu'ils avaient de nombreuses interactions sociales, et on n'a pas cessé ensuite de le vérifier. Ce sont des animaux sociaux qui vivent en groupe et communiquent. Et ces interactions sont complexes. Ils ont des tas de moyens de communiquer entre eux que nous ne connaissons pas. On ne cherche pas du tout à susciter leur agressivité vis-à-vis de nous.
On cherche juste à connaître les signes qui annoncent un comportement nerveux, par exemple, et repérer, quand un animal s'approche, s'il est très différent de celui avec lequel on a pu travailler. Car je pense qu'il y a des différences de motivation, et probablement même de personnalité. Il est toujours possible, lorsque vous faites de la plongée en apnée avec les requins blancs, qu'un requin que vous n'aviez pas vu auparavant surgisse. Une fois, nous étions sur le bateau, nous préparons à plonger, complètement équipés, quand un grand requin blanc de 5 ou 6 mètres est arrivé à toute allure de l'horizon et s'est mis à mâchonner le coin du bateau. C'était la première fois, et la seule, que je voyais un tel comportement. Et si on avait été dans l'eau à ce moment-là, et si on n'avait pas vu ce requin, il aurait très bien pu s'en prendre à nous, et non au coin du bateau. Et là, on était bon. Vous êtes dans l'eau, en train de nager avec de requins sympas et calmes, lorsqu'un grand comme ça surgit, menaçant. J'en ai encore la chair de poule. Les requins sont donc et demeurent imprévisibles, comme va le découvrir un photographe qui rejoint plus tard André et Graham. Tout en continuant à tourner, André et Graham le sauvent en repoussant le requin et en le faisant fuir à coups de caméra. La seule chose prévisible chez les requins blancs semble être précisément leur imprévisibilité. Pour d'évidentes raisons, les biologistes marins n'ont jamais considéré les espèces dangereuses de requins comme des sujets de recherche faciles à traiter. Aujourd'hui encore, notre compréhension des requins se fonde largement sur de simples conjectures. Je ne pense pas que les requins s'approchent pour dévorer délibérément les hommes. C'est une méprise de leur part, une erreur d'investigation. Les requins sont des animaux très instinctifs. Ils ont un menu et l'être humain n'y figure pas. Que des requins mangent des hommes, oui, ça arrive. Mais c'est presque l'exception qui confirme la règle. Dans la plupart des cas, cela n'arrive pas. C'est d'ailleurs très curieux, parce que dans la mesure où nous envahissons de plus en plus leur domaine, il devrait y avoir proportionnellement plus d'attaques. Je retiens de mon expérience de plongée avec André que les requins blancs sont plus prévisibles que les autres espèces de requins. Ils sont plus faciles à lire, parce qu'ils opèrent seuls. Normalement, on travaille avec un seul requin. Si un autre arrive sur la scène, il se livre à une petite lutte pour le pouvoir et l'un d'eux part. On travaille toujours avec un seul. Il est donc bien plus facile de voir ce que le requin fait. Ils essayent de nager très lentement. Ils sont très prudents, comme s'ils ne nous faisaient pas confiance. C'est l'impression qu'on a. On était toujours 2 ou 3 dans l'eau, jamais seul. Si vous êtes seul, loin du bateau, et qu'ils vous surprennent, ça risque fort d'être très différent. Quand on fait de la plongée libre et qu'un requin nage vers vous, si vous réagissez, si vous nagez à sa rencontre, si vous faites un mouvement brusque de la main, tout cela indique au requin qu'il a en face de lui une créature qui réagit à ses avances. On ne peut jamais voir ni se fier à ce qu'ils vont faire. Il peut toujours y en avoir un différent des autres qui va s'approcher quoi qu'il arrive. Il ne faut donc jamais les perdre de vue et toujours savoir où ils sont. À présent, j'ai accepté mon état. Je n'ai pas eu de chance, tout simplement. J'ai de nouveaux défis et je suis encore jeune. J'ai encore une bonne partie de la vie devant moi. Je l'ai accepté. Et pour moi, c'est déjà un grand pas. Je n'ai pas de ressentiment envers les requins. Je ne vais pas me mettre maintenant à traquer chaque requin en vie. C'est comme ça.
L'homme a exterminé ou dominé la plupart des grands prédateurs. Les requins sont parmi les quelques-uns qui continuent à nous défier. Ils dominaient les océans des centaines de millions d'années avant que nos premiers ancêtres n'apparaissent sur cette planète. Et ils seront peut-être là bien longtemps après notre disparition.